bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, l'Express et Frika ou bien la FC Corner. Aujourd'hui, chers amis, Bola Latina a de la repa sur la planche. On vous décrypte la phase de groupe de la Copa Libertadores 2019. Et oui, rien que ça. 8 groupes, 32 écuries, 77 matchs, 5 intervenants. Pour analyser tout cela, autant vous dire qu'il y a de la matière. Alors, une fois n'est pas coutume, on saute les noticias pour ne pas vous rendre cette émission indigeste. Regardez comme on est gentil. Et on s'attaque direct à notre sujet du jour. Allez, vámonos! Et c'est parti pour ce très gros podcast, ce très gros Bola Latina spécial Copa Libertadores 2019. Copa Libertadores donc qui reprendra cette année avec un format un petit peu particulier puisque ce sera la première année où la Copa Libertadores se jouera avec une finale unique qui se jouera à Santiago du Chili. Le 23 novembre, a priori, sauf report de la CONMEBOL pour orage, supporters et je ne sais quoi d'autre. La compétition a déjà commencé depuis un bon mois maintenant, avec les phases éliminatoires, mais ça on en a déjà parlé sur Lucarne Opposée. Elle a commencé le 22 janvier pour être exact. Alors on l'a dit, c'est 32 équipes, c'est 77 matchs, c'est une compétition énorme encore une fois. On va aller très vite, on va la faire pays par pays, mais on va pas s'attarder sur beaucoup de choses. Mais messieurs, dames, je vais quand même vous donner les groupes. Alors on attache sa ceinture parce qu'il y en a 8. Et on commence par le groupe A, composé des Argentins de River, les tenants du titre, les Brésiliens de l'International, les Péruviens de l'Alianza Lima et les Chiliens du Palestino. Le groupe B sera composé des Brésiliens du Cruzeiro, des Équatoriens de l'Emelec, des Argentins de Huracan, des Vénézuéliens du Deportivo Lara. Le groupe C sera composé des Paraguayens de l'Olimpia, des Péruviens du Sporting Cristal, des Argentins de Godoy Cruz et des Chiliens des Universidad de Concepción. Gros travail de prononciation pour Bibi. Groupe D, on continue, on se démonte pas. Les Argentins, les Uruguayens, pardon. Oh, le lapsus, Jérôme va pas être content. Et en plus, c'est sur Peñarol. Les Uruguayens de Peñarol, les Brésiliens de Flamengo, les Équatoriens de la LDU de Quito, les Boliviens de San José. Le groupe E, les Uruguayens, encore une fois, du Nacional, les Paraguayens de Cerro Porteño, les Vénézuéliens du Zamora, les Brésiliens de l'Atlético Mineiro. Le groupe F, les Brésiliens de Palmeiras, un des gros favoris, on en parlera, et je dis ça en toute neutralité, objectivité. Les Argentins du San Lorenzo, les Colombiens de Junior Barranquilla, les Péruviens de Melgar. Le groupe G, Boca, les Argentins de Boca, on n'a plus à présenter. Les Brésiliens de l'Atlético Paranaense, les tenants du titre de la Copa Sudamericana 2018, les Argentins de Jorge Wilstermann et les Colombiens du Deportes Tolima. Et enfin, le groupe H, composé du vainqueur de 2017, les Brésiliens du Grêmio, les Chiliens de la Universidad Católica, les Argentins de Rosario Central et les Paraguayens de Libertad. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup de choses à dire, mais on l'a dit, cette Copa Libertadores est la première à se jouer avec une finale unique. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous dites de ce changement, qui est un changement énorme pour une compétition historique? Nicolas, notre rédacteur en chef, j'ai pas présenté, mon Dieu. Je ne vous ai pas présenté, messieurs, je vais rattraper cela. Eh bien oui, notre rédacteur en chef est avec nous. Comment vas-tu, Nicolas? Eh bien, ça va bien, Simon. Bonsoir à tous. Et avant que tu nous dises ton avis, je vais présenter tout le monde quand même. Nous avons bien entendu notre spécialiste argentin de Cancha Argentina, Nico de la Rua. Bonsoir à tous. Notre Pedro colombien qui nous vient de Bogota, Pierre Gerbeau. Et bonsoir à tous. Bonsoir, notre carioca rouge et noir qui voit tout en rouge et noir, Marcelinho Chamois. Salut à tous.
Et enfin, last but not least, notre Uruguayen de service, Monsieur Jérôme Le Signe. Tu feras bien attention de ne plus jamais situer Peñarol en Argentine, s'il te plaît. Oui, j'y veillerai. Je suis vraiment désolé. Allez, on y revient. Je te posais la question, Nicolas. Que penses-tu de cette finale unique ? Bah écoute, je vais te dire, on n'a plus trop le choix puisque ça a été entériné. Je suis pas fan. On connaît tous la particularité et le fait que ça représente en Amérique du Sud de pouvoir jouer à domicile, de pouvoir jouer un match à domicile. Donc j'aurais aimé que la CONMEBOL ne s'inspire pas trop. C'est un avis tout à fait personnel. Ne s'inspire pas trop de l'Europe pour le coup et nous laisse des finales aller-retour pour que chaque club puisse jouer dans ses conditions à lui, même si on l'a vu l'année dernière, c'est pas forcément toujours le cas, mais bon, c'était quand même assez rare. Donc écoute, on va jouer à Santiago. Très bien, je suis pas un grand fan de la finale unique, mais soit on attendra que ça revienne à un autre format d'ici 2-3 ans quand tout le monde aura râlé. Et toi, Pedro, qu'en penses-tu de cette finale ? Un peu comme Nico, c'est pas forcément le kiff. Après, c'est pas une surprise, hein. La CONMEBOL s'inspire et veut copier au maximum ce que fait l'UEFA pour la Ligue des Champions. C'est voilà, libre à chacun d'avoir son opinion là-dessus. Les finales aller-retour, ça a son charme et c'est dommage que et la Libertadores et la Sudamericana n'aient plus ça cette année. On va la poser à l'envers parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même à peu près un consensus. Est-ce que l'un d'entre vous arriverait à pondérer ou arriverait à tirer quelque chose de positif de ce changement ? Alors, il y avait un truc glorieux dans la Libertadores par le passé qui était les désempatés, qui étaient des matchs quand ils jouaient dans une ville neutre, une sorte de troisième finale. Quand il y avait eu des résultats contraires sur les deux premières finales, ça c'était une vraie bonne idée, ça c'était vraiment exceptionnel. L'idée de faire une finale unique, oui, c'est vraiment juste pour faire comme la Champions League, je pense, hein, ils veulent vraiment s'inspirer de ce modèle-là. Et toi, Marcelin, tu penses vraiment qu'on enlève quelque chose d'essentiel à la Libertadores ? Ouais, je vais dire comme Jérôme que ça a déjà été fait par le passé, mais c'était des matchs d'appui où il y avait eu le même résultat à l'aller et au retour. Et ouais, je trouve ça assez décevant d'avoir un seul match, un match unique. Je vois pas en plus ce que ça apporte de plus à la compétition. Ça retire juste cette finale qu'on pouvait avoir à domicile. Donc pareil, assez déçu de ce changement. Je crois que c'est un avis général, je le partage également. La Libertadores, c'est plein de choses, c'est plein de charisme, plein de caractère, et je pense que c'est un peu dommage. Voilà. C'est juste que le seul point positif qu'on peut y trouver, c'est que ça va amener la finale de Libertadores dans des stades ou dans des villes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de recevoir ce genre d'événement. Au Chili, voilà. Ouais. C'est vrai, éventuellement, pour le futur, parce que pour l'instant, au Chili, il y a déjà eu, si je ne m'abuse pas d'ailleurs, puisqu'il y a déjà eu. Alors par contre, le calendrier, lui, est toujours coupé par le mercato européen, et on sait que chaque année, ça change énormément de choses pour les grosses équipes qui sont qualifiées. Est-ce qu'au final, c'est pas plutôt là qu'il devrait y avoir un gros changement ? Qu'est-ce que tu en penses, Nico Della Rua ? C'est vrai que c'est toujours le sérieux problème de la Libertadores, hein. Le fait d'avoir une finale unique, certes, ça perd de son charme, c'était sa spécificité, mais le gros point noir, c'est toujours ces effectifs qui sont complètement remaniés pendant la trêve estivale européenne, hein. C'est un vrai gros problème et ça change la physionomie de la compétition dans les moments clés. Malgré le fait que ce qui est difficile avec la Copa Libertadores et la CONMEBOL, c'est que chaque championnat a des calendriers bien particuliers, là où en Europe c'est à peu près homogénéisé. Est-ce que c'est pas un petit peu mission impossible d'arriver à calquer ça sur les mercatos, enfin plutôt sur les championnats européens ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est clairement mission impossible. C'est avec un format d'une compétition qui s'étale sur 9 mois, t'as pas le choix de venir percuter un mercato, quel que soit le calendrier que tu choisis. Donc oui, c'est mission totalement impossible que d'éviter les pillages à mi-parcours par les clubs européens. Il n'y a aucun moyen de protéger les joueurs dans quels que soient les clubs, hein, parce que c'est valable pour tout le monde, que ça puisse, parce que j'ai envie de dire, si ça perturbait ceux qui vont plus ou moins généralement sauter au premier tour, c'est pas un problème. Mais là, on parle d'un problème qui va toucher tout le monde, hein, allant jusqu'aux favoris de la compète. Mais non, honnêtement, vu le calendrier, vu le nombre d'équipes engagées, il n'y a pas d'autre solution que de toute façon devoir subir cela. La seule solution, ça serait de réduire les équipes, réduire le calendrier. C'est infaisable.
C'est très très compliqué. Oui, parce que moi, pour moi, l'un des débats que j'ai vu qui me paraît aussi plus important, c'est que il y a beaucoup trop d'équipes et beaucoup trop ça devient une coupe entre Brésiliens et Argentins un petit peu depuis le retrait du Mexique. Et ça, c'est l'un des autres sujets dont on parle beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes et il y a peut-être des équipes à s'imaginer. Je crois qu'il y a 7 Brésiliens cette année. Et il y a peut-être plus à voir de ce côté-là pour réduire le calendrier, réduire aussi le nombre peut-être de participants pour certains pays. C'est quelque chose de plus égalitaire, en effet, c'est quelque chose à penser. Et les Colombiens, Pierre, et puis ceux qui ne sont pas là, nos amis Romain du Pérou et Thomas de Bolivie ne te contrediraient pas, je pense. On va enchaîner, messieurs, on va commencer avant de parler des autres compétiteurs, on va parler rapidement, on va parler tout court de nos 2 finalistes 2018, le gagnant, le tenant du titre, River Plate, et le vaincu, Boca Juniors. Pour commencer par River, qui est donc le tenant. River a, pour le moment, toujours Marcelo Gallardo aux commandes, a réussi à prolonger Juanfer Quintero, le seul gros départ que l'on a, c'est Maidana. Le groupe reste pour l'instant inchangé, le coach est toujours là. Est-ce qu'on peut dire un petit peu, éventuellement, penser à une rebelote pour River cette année, Nico de la Rua? Alors clairement, c'est un objectif de pouvoir participer à la finale au Chili. Gallardo, il a vraiment cet objectif en tête. On voit que depuis son arrivée à la tête de River, il mise surtout sur la Libertadores et il délaisse le championnat. Faut ajouter aussi comme départ important quand même le Pity Martinez qui est parti à Atlanta en MLS. Donc oui, c'est un candidat sérieux qui de toute façon chaque année c'est un candidat sérieux, le tenant du titre. Donc forcément faudra compter sur River Plate. Surtout que là, ils ont un Juanfer Quintero qui est juste incroyable, qui a un niveau de jeu comme j'ai rarement vu en ce moment, enchaînant but sur but, que des golasses dans tous les sens. Donc à voir après en fin de compétition dans quelle forme ils seront et avec quel effectif. Mais oui, c'est clairement un candidat très très sérieux. Nico Cougo, cette fois, si par je sais pas par quel événement, mais ça peut arriver, si River perdait El Muñeco Gallardo, est-ce que River resterait le même favori? Ouais, ça c'est compliqué à dire parce que comme l'a dit l'autre Nico, comme l'a dit Nico, il a transformé cette équipe-là en machine à gagner des titres internationaux, plus que machine à gagner des titres nationaux. On avait coutume de dire qu'en Argentine, Boca c'était pour l'international et River c'était pour le national. Ça sera difficile à dire. Après, très honnêtement, on a du mal à imaginer Gallardo partir en cours de Libertadores. Ça va être un éternel débat, le départ de Gallardo, et ça ne pourrait se faire que sur des périodes de juin-juillet, donc à la trêve. Et très honnêtement, je le vois mal avec un River qualifié pour les 8e de finale dire c'est bon, je m'en vais. Ça, c'est un avis personnel. Mais oui, l'équipe serait forcément différente. Après, c'est pareil, ça serait de la fiction, ça va dépendre de qui arrive, etc., etc. C'est compliqué. La probabilité pour faire mieux que Gallardo, ça va être très très compliqué pour celui qui va venir après quand même. Il est proche de la perfection depuis qu'il est à la tête de River. Donc faire mieux ou faire au moins aussi bien, c'est proche de mission impossible pour celui qui va lui succéder un jour. On sent que tu as parlé de proche de la perfection pour Gallardo. Je sens les poils se hérisser sur le corps de Pierre qui n'est sûrement pas d'accord avec ça, mais malheureusement on n'a pas le temps de lui laisser la parole sur ce coup-là. Il nous le dira en off. On a parlé de Boca, on va passer au perdant de 2018, Boca Juniors, qui à l'inverse a perdu énormément de joueurs et surtout a perdu pour le coup son coach Schelotto, mais a également perdu Macachan, Jara, Rossi, même si ça a toujours été un peu compliqué avec lui, Pérez et surtout Wilmar Barrios. On n'est pas loin de l'année zéro. Qu'est-ce que vous en dites, les deux, Nico? Ouais, c'est très très compliqué de se projeter pour ce Boca-là. Avec Alfaro à sa tête, il essaie de mettre en place certaines choses, mais on voit qu'il tâtonne énormément en championnat. C'est laborieux. Donc oui, ils perdent énormément de joueurs, ils repartent sur un nouveau cycle. Ils ont le cas Carlitos Tevez à gérer, où il fait pas l'unanimité, il réclame une place de titulaire alors qu'il ne la mérite pas forcément pour l'instant, Zárate étant devant lui dans la hiérarchie.
Mais Boca aujourd'hui se met au travail, va essayer de trouver une dynamique, une cohérence dans son jeu. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Après, une fois qu'il passe la phase de poule, en fin de compétition, le Boca d'aujourd'hui ne sera pas forcément le même qu'en fin de compétition. Donc, ça sera forcément un candidat sérieux qui a en travers de la gorge son humiliation à Madrid contre son ennemi de toujours. Donc, il aura à cœur de faire mieux, donc gagner. Même si la compétition est longue, l'an passé, on avait déjà des certitudes sur Boca à ce stade de la compétition. Là, on peut dire que c'est vraiment pas le cas pour 2019. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? L'autre Nico Kugo. Ouais, mais après, tu sais, l'année dernière, si tu te souviens, on avait quelques doutes, quelques incertitudes, pour reprendre un petit peu ton terme sur River à l'époque. Je me souviens avoir dit ça reste River. Donc là, pour Boca, je vais te dire ça reste Boca. Boca en Libertadores. Ils sont dans un groupe qui est quand même Boca en reconstruction. Ce groupe est à leur portée, mais vraiment à leur portée. Donc, ils vont avoir le temps de mettre en place des choses. On est aussi dans les spécificités de l'Amérique du Sud. On parlait du calendrier tout à l'heure. On est quand même en train de parler de reconstruction d'année zéro. Et c'est exactement ça. On repart à zéro à Boca. On a fini un cycle avec cette finale. On repart à zéro alors qu'on est à la 20e journée du championnat d'Argentine. Voilà, il faut dire les choses. On est à 5 journées de la fin. C'est ça l'Argentine aussi. C'est l'âme sud qui veut ça. Mais ce Boca-là, comme l'a dit Nico, ne sera pas le même une fois qu'il aura passé la phase de groupe. Parce qu'il y aura eu 6 mois de travail, et parce qu'après, il y aura le mercato qui va arriver, il va y avoir des renouvellements, c'est une évidence. Alfaro, il va continuer à bouger certaines choses. Donc voilà, Boca reste Boca. Ils seront au tour suivant. Je n'ai pas vraiment de gros doutes sur Boca, même si cette équipe-là, comme l'a dit Nico, est très très loin aujourd'hui d'être prétendante à quoi que ce soit. On rappelle les deux groupes de ces deux-là. River jouera les Brésiliens de l'International Porto Alegre, les Péruviens de l'Alianza Lima et les Chiliens du Palestino. Quand Boca jouera les Brésiliens de l'Atlético Paranaense, qui se situe à Curitiba dans le sud, les Boliviens de Jorge Wilstermann de Cochabamba, si je ne m'abuse, et les Colombiens du Deportes, disculpa, j'allais dire Tolima. Voilà, River reste River, Boca reste Boca, c'est du classique et on va rester dans les grands classiques car avant de parler de la cohorte de Brésiliens et du reste de la cohorte d'Argentins, on va parler de la cohorte d'autres nations qui composent cette Copa Libertadores et évidemment le plus gros des autres de cette compétition qui sont ni argentins ni brésiliens, eh bien ce sont les Uruguayens et aux surprises cette année nous aurons Peñarol et le Nacional. Comme chaque année, je n'ai plus le nom de ce dessin animé avec les deux rats. Est-ce qu'on peut me les rappeler? Qui chaque année, chaque fois, tente de conquérir le monde. C'est pas Minus et Cortex? Minus et Cortex, voilà. Nous avons nos Minus et Cortex uruguayens qui qu'allons faire, c'est Canal+, monsieur. Qu'allons-nous faire Minus demain? Eh bien, comme chaque jour, nous allons tenter de conquérir le monde. Eh bien, comme d'habitude, Peñarol et Nacional vont tenter de conquérir la Libertadores. Un petit peu comme Minus et Cortex, ça se passait assez mal ces dernières saisons ou pas super. On est proche de la Jean-Claude Ducisation pour ces deux-là. Ouais, je sais, j'y vais fort, Jérôme. Est-ce que cette fois, nos deux amis uruguayens vont conclure? Peñarol va la gagner assez facilement cette année. Avec un effectif stable, des bons joueurs, non, ça va le faire. Le plus dur sera, comme les années précédentes, le premier match à l'extérieur en Bolivie, le match qui tue en général. Quand tu le perds, c'est compliqué. L'année dernière, ils avaient perdu 1-0 contre Bolivar, il me semble. Et ça leur avait tué la Libertadores pour la suite. Mais cette année, ça sent bon. Cette année, ils jouent le premier match toujours en Bolivie, donc à Saint-José. Mais ça va le faire. Effectif stable, ils sont 2 fois champions d'Uruguay et ils ont des bons joueurs. Cette année, ça va le faire. Je suis désolé de te dire ça, mais j'ai un peu l'impression d'entendre la même chose qu'en 2018 et la même chose qu'en 2017. Genre, cette fois, c'est la bonne. Quelle serait là vraiment, convainc-moi, quel serait le facteur X de l'un ou l'autre pour 2019? Alors, il y a bien des facteurs X, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs cette année qui sont encore plus au top de leur forme, comme Fernandez, l'attaquant qui a été signé par le Celta Vigo, mais qui a été prêté pour 6 mois à nouveau à Peñarol.
Ils viennent de le vendre 4 millions d'euros et il partira au mois de juillet. Donc le Factor X pour les gagner, ça va être un petit peu compliqué. Le milieu de terrain, c'est Bocha Rodriguez, Walter Gargano. Il y a des joueurs quand même qui envoient du football. Non, le Factor X, c'est qu'il rêve toujours, quoi. C'est que ça, chaque début de saison, on se dit ça va le faire. Chaque début de saison, on se dit ça va le faire. Et c'est fort probable que ça le fasse pas parce que maintenant, dans le football moderne, un petit peu en Amérique du Sud, face au gros budget, quand on voit qu'ils vont jouer Flamengo, qui peut recruter un joueur le même prix que le budget de Peñarol sur l'année, forcément, ça devient beaucoup plus compliqué derrière. Mais bon, il faut rêver. Et c'est ça il faut continuer à rêver. Et là, on reconnaît bien là toute la poésie du football uruguayen et du peuple uruguayen. Il faut rêver. Il faut rêver. On rappelle les groupes de ces deux-là. Hein. Peñarol jouera, tu l'as dit, les Brésiliens du Flamengo, le richissime Flamengo, la LDU de Quito, les Équatoriens de Quito, et les Boliviens de San José, quand le National jouera les Paraguayens du Cerro Porteño, les Vénézuéliens de Zamora et les Brésiliens de l'Atlético Mineiro. Allez, on part au Chili où pour le coup on a des nouvelles têtes, enfin en tout cas des têtes qu'on n'est pas toujours très habitué à avoir, en l'occurrence le Palestino et la U de Concepción et le retour de la Católica que l'on voit quand même régulièrement. Est-ce que ça va être dur de faire mieux ou pareil que Colo-Colo en 2018 qui avait atteint les quarts de finale pour ces clubs chiliens qui pour deux d'entre eux seront vraiment les petits poussets de leur groupe et pour Católica qui fait toujours office de léger outsider mais qui se retrouvera dans une sorte de groupe de la mort avec Grêmio, Rosario Central et Libertad, le Paraguayen Libertad. Qu'en dis-tu Nico? Ça va être très compliqué de faire ce qu'a fait Colo-Colo, ne serait-ce que parce que Jérôme parlait un instant de rêver pour Peñarol. Si des clubs comme Peñarol et Nacional rêvent, c'est parce qu'ils ont une histoire continentale. Pour les Chiliens, l'histoire continentale, voilà, hein, je vais pas lancer Jérôme sur les vannes, sur les Chiliens et les compétitions continentales. Palestino a déjà réussi son exploit, c'est de se hisser en phase de groupe. Ils sont clairement pas favoris de leur groupe. De toute façon, voilà, il y a River et l'Inter. Derrière, ça va être, ils vont essayer de se battre pour la 3e place. C'est une certitude, même si ce Palestino-là est intéressant à voir jouer. On peut le dire pour les 3 d'ailleurs. Concepción pour moi est celui qui a peut-être le groupe le plus abordable en termes d'adversaires parce que c'est l'Universidad de Concepción, c'est quand même assez sérieux et puis parce que face à eux, très honnêtement, à part Olympia, le Sporting Cristal, c'est de leur niveau. Godoy Cruz, ça marche plus trop, donc c'est prenable entre guillemets aussi, même si ça reste des Argentins. Et puis la Católica a un groupe compliqué, elle repart un petit peu à zéro parce que elle a perdu Beñat San José qui faisait un boulot de fou furieux à sa tête l'année dernière. Elle reste intéressante, mais voilà, elle a un groupe quand même. Ne serait-ce que Grêmio et Libertad, tu vois, quand je te parle d'ADN continental, c'est dur. Donc ça va être très compliqué. La grosse déception du Chili, c'est la U, hein. C'est la U qui s'est croûtée d'entrée de Libertadores et qui d'ailleurs s'en remet pas. Va mettre 6 mois à s'en remettre après avoir viré tout le monde. Mais voilà, ça va être très compliqué pour les Chiliens. Très compliqué pour les Chiliens et ma foi on file juste au-dessus pour voir si ce sera très compliqué pour les Péruviens. Alors Romain, notre cher Romain n'est pas là pour nous parler de son Pérou, mais il tenait quand même à nous faire part de son avis. Il nous rappelle que c'est la première fois depuis 9 ans, 2010, que le Pérou place 3 clubs en phase de groupe. Alors évidemment, selon lui, ce sera très compliqué. Voilà, pour donner la réponse, comme tous les ans, précise-t-il, sauf pour Cristal, qui, comme tu l'as dit, Nico, Cristal, à l'instar de la U de Concepción, se retrouve dans un groupe relativement équilibré. Selon lui, le Sporting Cristal a une carte à jouer. Et enfin, il rappelle qu'il y a un fait marquant. C'est tout simplement que un fait marquant pour l'Alianza Lima, puisque Paulo Guerrero, l'idole, le mythique joueur péruvien, fera son retour à Matute, là où il a fait sa formation avant de partir pour le Bayern, et à domicile ce sera quelque chose de très particulier pour lui de revenir. Un mot quand même sur ces clubs péruviens? Non, je pense que Romain a bien résumé l'ensemble. Ça va être dur pour l'Alianza Lima eu égard au groupe dans lequel ils sont. À mon avis, ils vont se battre pour la 3e place. C'est ce que je disais à l'instant avec Palestino. Et oui, Cristal a un groupe à sa portée.
c'est jouable. Franchement, c'est jouable pour le Sporting Cristal, comme c'est jouable pour Concepción dans ce groupe-là, comme c'est jouable pour Godoy Cruz. À mon avis, Olimpia sera devant. C'est sûrement le groupe le plus équilibré. C'est pas forcément le groupe de la mort, mais c'est très équilibré. Ça, on est bien d'accord. Alors, on a un autre absent aujourd'hui, c'est Thomas. Thomas, notre spécialiste de la Bolivie, qui tient tout de même également à nous faire partager son avis sur les clubs boliviens. Alors, les Boliviens ont 2 équipes engagées, Jorge Wilstermann, le champion de l'Apertura, et San José. Dans le groupe D, San José a été, selon lui, a été pilier lors du mercato hivernal. Le club a notamment perdu le meilleur buteur du championnat, Reynoso, parti au Strongest, le gros club bolivien, et son entraîneur Eduardo Villegas, qui est le nouveau sélectionneur de la Verde. Alors, selon lui, à moins que Peñarol se déchire, San José ne sortira pas. Voilà, c'est possible, cela dit. Ah, c'est possible, on l'a déjà vu. Je me souviens d'un déplacement compliqué du Peñarol sur le terrain de Jorge Wilstermann, justement. Un petit 6-1, ouais, qui était assez compliqué. Et selon lui, San José ne pourra viser difficilement autre chose que la 3e place. Et selon lui, un des avantages, tu l'as dit, ce serait éventuellement l'altitude de son stade, 2700 mètres, l'Estadio Jesus Bermúdez, qui pourrait devenir une forteresse. On sait que c'est toujours difficile pour eux, pour notamment les Argentins, les Brésiliens, les Uruguayens, de monter là-haut. Et pour revenir à Wilstermann, même s'il connaît un début de championnat compliqué, Miguel Angel Portugal possède un riche effectif. Wilster est en mesure d'accrocher Boca, selon lui, à domicile pour sa première rencontre. C'est assez ambitieux. S'ils ne perdent pas de points face à Tolima, ils pourront aller chercher la 2e place. Bref, compliqué pour San José, mais réellement jouable pour Wilstermann. Est-ce que tu partages cet avis, Nico ? Ouais, très compliqué pour San José, ça c'est clair. D'autant que s'ils vont avoir l'avantage de l'altitude, entre guillemets, quand ils vont jouer Peñarol et Flamengo, ils ne l'auront pas quand ils vont jouer la LDU. Donc, s'ils doivent jouer la 3e place, on les voit éventuellement jouer la 3e place avec la LDU, et encore, je ne suis pas certain que la LDU ne joue que la 3e place. Ils n'ont pas l'avantage de l'altitude. Donc voilà, pour eux, c'est compliqué. Wilstermann, il y a quelque chose à tenter. Ouais, c'est pareil. Ils peuvent jouer en engrangeant des points chez eux. Alors, ils ont l'habitude. Oui, ils ont déjà fait quelques coups. On les avait vus en Libertadores, notamment, faire des jolis coups jusqu'au carton qu'ils avaient pris au Monumental face à River. Ils avaient fait tomber pas mal d'équipes, à commencer par River. Donc pourquoi pas ? Ça me semble quand même très très compliqué, parce que Boca, c'est Boca, et on en parlera tout à l'heure. Vous en parlerez, vous les Brésiliens. L'Atlético Paranaense, c'est sérieux. C'est assez sérieux. Mais oui, tu l'as dit, j'allais me lancer. Mais oui, en effet, on en parlera tout à l'heure. Alors là, on va toucher le toit de l'Amérique du Sud. On va taper la Colombie. Après, c'est au-delà, c'est l'Amérique centrale. Alors, il n'y en a que 2 pour la Colombie cette année. Le petit Tolima et Junior Barranquilla, qui étaient déjà présents l'an passé. Ils sont tous les 2 dans des groupes que je qualifierais de piégeux. Même très difficile pour Tolima avec Boca et l'Atlético Paranaense, et tu l'as dit, c'est très difficile, ainsi que Jorge Wilstermann. Et pour Junior Barranquilla, qui m'échappe sous les yeux exactement, voilà, un groupe composé de Palmeiras, San Lorenzo, rien que ça c'est très compliqué, et de Melgar. Est-ce que c'est pas évident, Pedro, qu'est-ce que tu en dis ? Pour Tolima, je suis d'accord. Ouais, Tolima, c'est un petit poussé. C'est leur 7e participation en Libertadores. Ils sont sortis une fois des groupes. Et c'était en 82, année où Peñarol gagne. Et ils font 6 Sudamericana, donc ils ont, à l'échelle du continent, l'histoire continentale, c'est 0. Après, leur point intéressant, leur point fort, Tolima, c'est qu'ils ont gardé Gamero, leur entraîneur, qui était sollicité. Ils ont gardé leur colonne vertébrale. Ils ont gardé leur gardien international Montero. Ils ont gardé Marcos Pérez, qui est leur buteur et qui sera le principal danger. Donc voilà, Tolima, c'est un collectif, c'est assez chiant à jouer. Donc c'est vrai ils auront des problèmes contre Wilstermann en attitude, mais Wilstermann en aura quand ils viendront à Ibagué et qui joueront sous une température assez élevée. Donc pour Tolima, effectivement, ça va être compliqué. Pour moi, Junior est derrière
Palmeiras et doit viser la 2e place parce que Junior c'est finaliste de la Sul-Americana et il la perd contre Paranense au tir au but en ratant 4 pénaltys entre les 2 matchs et la séance sans que le gardien n'en arrête un. Donc Junior a fait venir Mati Fernandez qui est arrivé pour remplacer Harlan qui est parti du côté de Rosario Central. Ils ont gardé Luis Diaz, ils ont gardé Théo. Junior c'est solide, hein, c'est très très solide. Et ils peuvent tout à fait sortir de ce groupe-là, surtout que San Lorenzo, Almiron, à l'instar de Boca ou Alfaro tâtonne un peu, Almiron, c'est pas beaucoup mieux, hein. San Lorenzo est malade. Donc, pour moi, ce serait un échec si Junior ne sortait pas de ce groupe-là. De l'ambition du côté de Junior. Et quand tu parles de Théo, hein, pour les néophytes, on parle bien sûr de Théo Gutiérrez, l'ancien de River et du Sporting Lisboa au Portugal. On va redescendre d'un cran, on va aller en Équateur, hein, puisqu'on les a sautés. C'est pas très bien, c'est pas correct ça. Où il y en a 2 également. Hein. On en a déjà parlé, la LDU de Quito et Emelec également. Alors, presque envie de dire que c'est presque l'inverse ou similaire, non pas l'inverse, mais en tout cas similaire comme profil au club colombien. Et je pense par contre à un détail particulier, c'est que les jeunes équatoriens ont fait un magnifique Sudamericano U20 et que l'Équateur va mieux d'un point de vue national actuellement. Est-ce que, même si le MLX s'était sacrément lourdé l'an passé en phase de groupe, est-ce que les Équatoriens peuvent faire quelque chose de mieux et surfer sur leur succès des équipes internationales? Alors les U20 avaient quand même beaucoup de gamins qui venaient, ils avaient 8 gamins qui jouent à l'étranger, ils avaient des gamins qui jouent pour beaucoup à Independiente del Valle qui est pas là. Bon, après on va toujours utiliser le mot d'ADN continental. On est quand même sur 2 clubs qui ont un ADN continental. Je pense que ça va être malheureusement compliqué pour la LDU, même si pour moi, entre LDU et Emelec, celle qui a le plus de certitude, c'est la LDU. Pablo Repetto, l'ancien d'Independiente del Valle, qui avait emmené les Negri Azules en finale en 2016, a vraiment remis la LDU dans le bon sens. Mais bon, face à eux, il y a Flamengo, voilà quoi. Donc voilà, Marcelin en parlera bien mieux que moi de Flamengo, mais bon, on est tous assez, je pense, unanimes pour dire que quand tu prends Flamengo dans ton groupe, c'est pas bon. Et il y aura Peñarol avec l'incertitude Peñarol, même si ce Peñarol-là est quand même très sérieux et Jérôme l'a très bien dit. La LDU va peut-être se battre pour la 2e place, ne doit pas finir en dessous de la 3e, ça c'est une certitude. J'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert pour Emelec. Bon, il y a Cruzeiro, mais face à eux, ils ont Huracan et Lara. Bon, Lara, c'est largement à la portée d'Emelec et Huracan me semble peiner un petit peu aussi. Donc c'est bizarrement plus jouable de sortir du groupe pour Emelec juste sur le papier au coup d'envoi que pour la LDU, alors que j'ai beaucoup plus entre guillemets d'espérance et de certitude sur la LDU que sur Emelec. D'accord. Eh ben écoutez, on va glisser un petit peu à l'ouest et on va parler d'un cas très particulier du Venezuela. Au Venezuela, on le sait, on ne le sait que trop, il y a une crise politique majeure. On le sait également, les clubs pâtissent d'une faiblesse chronique. Hein, c'est pas le sport numéro 1, même s'il progresse d'année en année. Est-ce que, une fois encore, pour les clubs vénézuéliens, le Zamora et, tu l'as cité, le Deportivo Lara, est-ce que c'est perdu d'avance, encore une fois? Perdu d'avance, rien n'est jamais perdu d'avance. Hein. On va enfoncer une porte ouverte en disant ça. Après, c'est évident que ça va être très compliqué pour eux. Ils ont des effectifs assez jeunes parce que le Venezuela mise sur la jeunesse et aussi profite de ces compétitions-là pour exposer ces jeunes pour pouvoir les exporter plus rapidement. Ça fait partie de la politique générale du Venezuela. Même si, pareil, Zamora a une petite histoire récente sur le continent, sans avoir renversé non plus de grandes montagnes. Mais voilà, ils ont su être loin d'être ridicules. Franchement, on va pas leur donner de grandes chances, on va pas les survendre à nos chers amis vénézuéliens. Lara peut piéger certaines équipes et pourquoi pas aller jouer la 3e place, même si ça me semble compliqué. Zamora, vu le groupe, je pense qu'il va falloir qu'ils prient un petit peu parce qu'ils ont un groupe de fous furieux.
D'accord. Les années précédentes, les clubs vénézuéliens, étaient handicapés par une crise politique, on va dire, compliquée. Cette année, elle est critique. La situation est réellement critique. Est-ce qu'on peut s'inquiéter même pour leur participation sur l'ensemble de la compétition? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Après, les clubs pro vénézuéliens ont quand même, tu vois, là on parle par exemple de Zamora qui est quand même bien soutenu par des fonds privés, et puis parce que c'est le club de Barinas et de la famille Chavez. Donc ces clubs-là arrivent à vivre sur des îlots, ils sont touchés par la crise, mais au niveau des sponsors, etc., etc. Mais ils arrivent quand même à protéger un petit peu leurs gamins. C'est d'ailleurs l'un des rôles de ce football vénézuélien, et c'est aussi pour ça que ça brille chez les jeunes, c'est parce qu'ils sont en train de sortir les gosses de la rue, de les protéger pour les former, etc., etc. Donc je suis pas convaincu il n'y a pas de danger entre eux. À moins d'une catastrophe, ça peut arriver, hein, ça peut empirer, même si c'est déjà compliqué. Mais il n'y a pas de danger à les voir arrêter en cours de route, si c'est à ça à quoi tu penses. Et je les vois, je les vois pas connaître de soucis particuliers sur ces aspects-là. Alors, autre élément de réponse, si je peux me permettre, le premier match de Zamora est contre le National qui va donc la semaine prochaine ou la suivante, je sais plus exactement, mais c'est le premier match pour National, et au départ ils avaient prévu d'y aller sur des vols commerciaux qui ont été annulés. Ils peuvent plus y aller sur des vols commerciaux, donc ils ont prévu de le faire en vol charter et de revenir un petit peu comme ils font d'habitude en Bolivie, c'est-à-dire d'arriver le plus tard possible et de repartir le plus rapidement possible. Donc c'est pas non plus très simple pour l'organisation des clubs qui s'y rendent, hein, quand même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça risque d'être plus compliqué pour ceux qui y vont que pour les clubs eux-mêmes. C'est-à-dire que Zamora ou Lara vont être peut-être beaucoup moins perturbés que ceux qui vont venir jouer au Venezuela. Ouais, c'est un bon point. En effet, c'est particulier, c'est particulier. C'est particulier, le cas vénézuélien est toujours particulier, mais cette année, il l'est plus encore. Allez, avant, on va redescendre vers le sud pour direction nos deux gros mastodontes que sont les Brésiliens et les Argentins, mais on va s'arrêter en cours de route parce qu'on va pas les oublier quand même, nos chers amis paraguayens qui sont bien tout au milieu de ce continent, et les Paraguayens qui en plus nous placent dans cette Copa Libertadores 2019 une sorte de trio gagnant, un trio historique composé tout simplement de l'Olimpia, du Cerro Porteño et de Libertad, les trois gros historiques paraguayens. Ils avaient placé deux équipes en huitième de finale, le Cerro et Libertad 2018. C'est quand même toujours des clubs difficiles à jouer, les Paraguayens. Est-ce que avec la physionomie de leur groupe, on va les rappeler, le Cerro se reposait au Nacional, Zamora Atlético Mineiro, quand Olimpia se imposé au Sporting Cristal, Godoy Cruz, là où des Concepción, et Libertad sera dans le fameux groupe, moi je l'appelle déjà de la mort, mais on y viendra à la fin, Gremio Católica Rosario Central. Est-ce qu'on peut dire que pour le Cerro et l'Olimpia, ça peut passer, ça peut être facile, mais compliqué pour Libertad? Alors pour moi, le groupe de la mort, c'est celui du Cerro. Parce que Atlético Mineiro, même si c'est un peu les rois de l'irrégularité, ça reste l'Atlético Mineiro. Nacional, c'est très costaud aussi. Donc le groupe de la mort, pour moi, il est pour le Cerro. Alors on y viendra à la fin. C'était une question pour la fin. Non, pour moi, c'est plus compliqué pour le Cerro. Parce que alors tu l'as dit, ils ont envoyé les trois géants. Il n'y a pas photo. Ils vont envoyer les trois géants. Libertad, vu l'état de Rosario Central, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire de Rosario Central un gros danger dans l'état actuel des choses. La Católica, elle va avoir du mal à voyager, on le sait, on va voir. Donc Libertad, c'est jouable. Et celui pour lequel c'est, entre guillemets, sur le papier, le plus facile, et bizarrement, c'est aussi le plus ambitieux, c'est Olimpia. Il y a un point, Olimpia a complètement survolé l'année paraguayenne. En 2018, ils ont écrasé tout le monde. Ils ont gagné les deux tournois, ils ont vraiment écrasé tout le monde. Et cette année, c'est les 40 ans de la Libertadores pour Olimpia. Donc, je ne te fais pas un dessin. Il y a un seul objectif, il y a une seule obsession à Olimpia, c'est d'aller chercher la Libertadores en 2019. Rien que ça. Donc voilà, et tu l'as dit, quand on croise un Paraguayen dans des compétitions continentales, on rigole un peu moins parce qu'ils sont toujours très, très chiants à jouer. Et cette Olimpia-là joue très très bien, avec Daniela Garnero comme coach. C'est une équipe qui joue très très bien, qui est hyper intéressante. Et puis voilà, et puis ça va être génial parce qu'on a trois légendes côté Paraguay. On a Tacuara Cardoso à Libertad, on a Nelson Valdés au Cerro et on a Roque Santa Cruz à Olimpia. Donc
que du bonheur, quoi. Que du bonheur, et je suis tout à fait d'accord, je te rejoins, ces 3 clubs paraguayens sont tout simplement alléchants. Je trouve ça génial d'avoir ce trio historique, c'est très, voilà, c'est très classique, très représentatif, c'est très baroque. Bien, parlons de baroque, parlons des 2 gros mastodontes, des 2 géants continentaux, le Brésil et l'Argentine, à commencer par les Brésiliens, qui nous placent tout simplement 7 clubs, le Grêmio, Palmeiras, Flamengo, l'Atlético Paranaense, Cruzeiro, l'Internacional Porto Alegre et l'Atlético Mineiro. J'ai envie de classer ces clubs brésiliens en 2 groupes. Je dirais le groupe des favoris à la compétition, le Grêmio, Palmeiras et Flamengo, favoris financiers et sportifs, et les Atlético Paranaense, qui certes est très intéressant et est tenant du titre de la Copa Sul-Americana, mais reste même au Brésil un outsider. Le Cruzeiro et l'Internacional qui vont bon an, mal an, mais qui restent des clubs de grande envergure au Brésil, et l'Atlético Mineiro qui est cette sorte d'œuf de Pâques, on ne sait jamais, cet œuf Kinder, on ne sait jamais trop ce qu'on trouve à l'intérieur. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marcelin? Alors moi j'avais fait 3 groupes, mais ouais, c'était à peu près ça. Avec les favoris, j'avais Flamengo, Grêmio, Palmeiras. J'ai mis outsider Atlético Mineiro, Inter et Cruzeiro. Et un petit peu derrière Atlético Paranaense par rapport au début de saison. Ils ont eu beaucoup de mal dans le championnat estadual. Et du coup, ils ont perdu Pablo aussi. Donc j'ai mis un petit peu derrière. Là, ils n'ont pas joué depuis quasiment un mois. Ils vont pas jouer ce week-end non plus. Donc j'ai mis un petit peu en dessous pour l'instant par rapport à International Cruzeiro. Ça me semble un petit cran au-dessus. Mais c'est sûr que ouais, les favoris, c'est Flamengo, Grêmio et Palmeiras assez largement. Flamengo, puisque c'est ton club de référence, ces dernières années quand même nourrit une sorte, bon, je ne sais pas si je vais dire complexe, mais une sorte de difficulté sur la scène continentale malgré des énormes investissements financiers et un effectif titanesque, très talentueux. Qu'est-ce qui coince, et est-ce que cette année, j'ai envie de dire un petit peu à l'image des Uruguayens, est-ce que cette année c'est la bonne? Je sais pas, je vais pas m'avancer comme Jérôme, je sais pas si ça va être la bombe, mais c'est vrai que ouais, au niveau de l'effectif, pour l'instant c'est assez décevant, même sur le plan national, c'est vrai qu'ils ont toujours pas gagné le Brésilien, et là ouais ils ont fait un premier tour en 2017 et puis un huitième de finale en 2018. Ça doit être mieux par rapport à l'effectif, mais il s'améliore d'année en année, et puis maintenant ça fait quand même depuis 2015-2016, on va dire, plutôt qu'il y a cet effectif, même s'il s'améliore petit à petit là, cette année avec l'arrivée notamment de Gabigol et de Bruno Henrique. Donc voilà, il y a l'équipe qui progresse, même si pour l'instant je suis pas toujours satisfait de ceux qui montrent dans le championnat Carioca. Mais voilà, l'équipe s'améliore, et ouais, on peut espérer que cette année ça aille au moins quart, demi-finale, ça me semble le minimum vu l'effectif. En tout cas, s'il y en a qui visent le titre d'entrée de jeu, en effet, c'est également Grêmio et Palmeiras qui, en plus de voilà, tout simplement d'être des puissants brésiliens, gardent un effectif assez stable, puisque d'un côté comme de l'autre, il y a eu peu ou pas de départs majeurs, plus d'arrivées qu'autre chose, et symbole de symbole, Palmeiras qui n'a qu'une Libertadores et qui souffre d'énormément de blagues sur la scène nationale à ce sujet, le fait d'avoir seulement une Libertadores en étant le plus titré sur la scène brésilienne, beaucoup de railleries sur le fait qu'il n'ait pas non plus de titre intercontinental de Coupe du Monde des clubs. Le Palmeiras souffre d'une espèce de complexe, je dirais, par rapport à cela, et souhaite, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est encore plus le cas cette année, vraiment faire de la Libertadores une priorité. Et l'un des symboles, pour y revenir, c'est tout simplement avec le changement d'équipementier qui est Puma cette année, qui n'est plus Adidas. Eh bien, ils ont tout simplement remis ou réédité le maillot de gardien de Marcos, le gardien champion du monde de la Séleção 2002, réédité exactement le même maillot avec lequel il a remporté au tir au but la Copa Libertadores 1999. Gageons que ça leur porte chance. Moi, je l'espère. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu pas d'ésotérisme, mais est-ce qu'on en est rendu à certaines à certaines prières pour vaincre cette malédiction continentale chez Palmeiras? C'est vrai que c'est compliqué pour les supporters, surtout le fait de ne pas avoir de mondial. Donc il y a encore une étape supplémentaire par rapport
aux 3 autres rivaux de São Paulo qui ont le mondial. Donc ça, pour Palmeiras, c'est compliqué, même si une Libertadores, je pense que ça pourrait suffire au bonheur des supporters. Mais ouais, j'ai bien aimé le recrutement de Palmeiras cette année, avec Ricardo Goulart qui a fait un super match sur la dernière rencontre où il met 2 buts et une passe décisive. Ils ont gardé aussi leur cadre. Doudou a prolongé. Après, peut-être en attaque, ils peuvent perdre Borja et Deverson pour être sur le départ, surtout Deverson. Il y a peut-être cette interrogation sur la pointe de l'attaque, mais après, ouais, c'est vraiment une équipe solide à tous les postes et qui peut aller aussi très loin. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense clairement que la meilleure recrue de Palmeiras, c'est la reconduction de Doudou, qui est quand même depuis plusieurs années maintenant le meilleur joueur de son effectif. Un dernier mot, messieurs, si vous le voulez, sur ces Brésiliens, peut-être sur les outsiders, l'Atlético Paranaense, Cruzeiro, l'Internacional ou l'Atlético Mineiro. L'Atlético Mineiro, on va les voir capables de mettre des cartons à des favoris et de prendre des tolls face à des équipes improbables. On le sait, on est prévenu. Donc la logique voudrait ça. Après, non, je pense que moi, j'ai beaucoup aimé l'Atlético Paranaense version Sudamericana l'année dernière. C'était une équipe qui jouait vraiment, vraiment bien au football. Puis sinon, l'Inter, ça reste l'Inter. C'est une belle équipe. Il va y avoir le retour de Paulo à Lima, ça va être intéressant. Et puis Cruzeiro n'a pas un groupe très compliqué, donc ils ont le temps de voir venir et d'avancer. Jérôme s'en est plein, a raison, du fait qu'il y ait 7 Brésiliens dans cette campagne de Libertadores. Le fait est qu'il y en aura encore beaucoup qui devraient passer le cut et se retrouver dès les 8e de finale. Donc voilà, on le sait, c'est l'un des pays, si ce n'est c'est le pays le plus puissant économiquement parlant. Donc voilà, ça va se voir sur le terrain. Ça siphonne beaucoup de joueurs aussi des autres championnats. Mais non, mais ça fait beaucoup de clubs. Quand on regarde maintenant, ça fait beaucoup de clubs du Brésil, aussi beaucoup de clubs d'Argentine. Il y en a aussi 6 ou 7 d'Argentine. Et c'est vrai qu'à partir l'objectif depuis le début qu'on parle depuis tout à l'heure, on parle pour les autres pays, on disait peut-être ont-ils une chance d'aller en 8e. On disait sur les 2-3 pays de chaque pays, on disait peut-être ce club-là a une chance d'aller en 8e. C'est super, mais c'était pas ça de la Libertadores il y a cela 15-20 ans. Et ça va être un vrai problème parce que le 7e club du Brésil, admettons, si on prend l'Atlético Paranaense ou l'Inter ou Cruzeiro, c'est tous des clubs qui ont malgré tout 4 ou 5 fois plus de budget que le meilleur du Uruguay, du Paraguay et du Chili. Donc ça crée une distorsion dans la compétition qui, à terme, peut devenir problématique, je pense. Et oui, et ma foi, tu as cité l'autre pays un petit peu qui truste les places dans cette compétition, l'Argentine. On va terminer notre tour par eux. Tu l'as dit, ils sont aussi énormément. Ils sont moins que prévu, mais ils sont aussi énormément. Les Argentins en ont placé 5 et c'est un peu, on l'a dit, le même topo que le Brésil. Alors, les favoris pour la compétition, on le sait, c'est Boca et River. Et moi, j'ai envie un petit peu comme le Brésil, de les diviser en deux. Les favoris, donc Boca et River, et les outsiders, même s'il y a des historiques dedans. Rosario Central, San Lorenzo, Huracan et Godoy. Alors, il y a des historiques comme Rosario Central, San Lorenzo, des historiques mais quand même un peu plus modestes, on va dire, comme Huracan et Godoy. Ces clubs-là sont pas forcément très très en point actuellement en championnat, mais la compétition est longue. Qu'est-ce que tu peux en dire, Nico Delarroy ? Ouais, comme tu dis, sur les 6 Argentins présents dans cette Libertadores, dans cette édition, on a vraiment 2 favoris qui se dégagent assez nettement. Et j'ai envie de dire, pour les 4 autres, ça s'annonce quand même très compliqué. Donc ils seront tous très compliqués à jouer, mais c'est pas vraiment des grandes équipes. Pour rappeler par exemple l'édition de l'an dernier, en 2018, où en plus des River et Boca, on avait Independiente, Racing et même l'Atlético Tucumán qui avait fait quand même un beau parcours. Là, cette année, ça s'annonce compliqué pour les 4 autres. On va mettre dans l'ordre. Je pense que Huracan est l'équipe qui peut faire quelque chose vu son groupe. Alors, c'est une équipe les 4 équipes vont mal en championnat. Ils sont plutôt au fond du trou. Huracan était pas mal et ils commencent à reculer en Superliga. Ils n'ont pas gagné un match de l'année 2019 encore. Ils ont changé d'entraîneur. El Turco Mohamed est venu remplacer Alfaro. La mayonnaise prend pas, mais dans un groupe avec Cruzeiro qui devrait être devant, Emelec et Deportivo Lara, ça devrait être quand même à leur portée.
l'effectif est quand même assez intéressant, avec un Lucas Barrios qui devrait peser quand même sur l'attaque d'Huracan et permettre à cette équipe de passer la phase de poule. Envisager plus pour Huracan, ça me semble quand même vraiment présomptueux. Pour les autres, pour San Lorenzo, qui est, je pense, le plus inquiétant, je crois que leur dernière victoire, ça remonte au mois d'octobre, et ils n'y arrivent pas, quoi. Ils enchaînent match nul, défaite, match nul, défaite. L'arrivée d'Almiron sur le banc, ça n'a rien changé. Ils sont 23e au classement sur 26e, sur 26 équipes, pardon. Donc ça s'annonce très compliqué, et je pense que dans un groupe où Palmeiras et les Colombiens de Junior de Barranquilla sont devant, je pense que ça va être très compliqué. Ils vont se tirer un peu la bourre avec Melgar pour accrocher la 3e place. Pour Rosario Central, eux aussi, ils viennent de virer leur coach. El Patón Bauza a sauté. Depuis, ils ont joué un match de coupe de Copa Argentina où ils se sont fait sortir par une D3 Sol de Mayo. Donc c'est quand même mal embarqué pour eux. Je les vois pas briller dans un groupe avec Grêmio et la Universidad Católica des Chiliennes et Libertad. Je les vois pas sortir du groupe, malheureusement. Ça me paraît vraiment très compliqué. Et le dernier, Godoy, même chose, eux aussi, entraîneur licencié la semaine dernière, le week-end dernier. On parle de Lucas Bernardi pour reprendre les commandes du club. Mais là aussi, ça s'annonce très compliqué pour eux. Donc, je pense qu'il y a 2 vrais prétendants et 4 outsiders, et encore, c'est 4 qui vont faire un peu ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en ce moment, en attendant mieux, en espérant survivre aux poules, et pourquoi pas envisager quelque chose plus tard avec un mercato et un jeu qui sera de retour. Et oui, et c'est mon sujet suivant. En effet, je pense que certaines de ces équipes peuvent renaître de leurs cendres. Après tout, on parle souvent d'ADN historique chez certains d'entre eux. Je pense que c'est le cas de Rosario, qu'il y a tout de même une ADN historique chez ce club qui fait qu'elle peut renaître de ses cendres. Ce qui fait que moi, j'avais envie de placer ce groupe H, composé du Grêmio, de la Católica chilienne, de Santiago, de Rosario Central, donc, et des Paraguayens de Libertad, comme le groupe de la mort. Nico, toi, tu n'étais pas d'accord avec ça, tu y voyais quelqu'un d'autre, enfin un autre groupe. Oui, pour les raisons qu'a évoqué Nico, parce que Central est très loin d'être ce qu'il est. Non, pour moi, vraiment, c'est le groupe E. Quand on parle de groupe de la mort, c'est est-ce que les 4 peuvent se qualifier? Alors, il n'y a pas vraiment de groupe où sur le papier on se dit les 4 ont les mêmes chances. Même le groupe de Central, je suis d'accord avec toi, il est relevé. Mais pour moi, Central est vraiment en dessous des autres. Le groupe E, le groupe de la bataille à 3 entre Nacional, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, ça va être hyper intéressant. Sur le papier, c'est pareil. Le groupe F s'annonçait sympa, mais Nico l'a dit, San Lorenzo, ça va pas du tout, ça marche pas. Voilà. Je suis même pas convaincu qu'arriver en Libertadores, ça soit leur rendre service dans l'état actuel des choses, et surtout que devant il y a Palmeiras et il y a Junior qui est vraiment, pour moi, pour le coup, Junior. Pierre disait s'il passe pas le groupe, c'est un échec, c'est clair, c'est un cataclysme. Ils n'ont pas le droit de ne pas finir deuxième. Donc voilà, le groupe E, j'aime beaucoup ce groupe E. Très bien. Allez, on va passer aux mots de la fin, messieurs, dans lesquels ma foi, dites-moi si vous avez un autre avis sur un autre groupe de la mort, une prédiction, ou je ne sais pas, un ou des chouchous. Quel sera ton mot de la fin, Pedro? Alors, chouchou, Junior, moi cette année, je les vois bien, donc minimum 8e. Ça, c'est mon chouchou. Après, le groupe de la mort, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le groupe E, parce que aller jouer au Venezuela, c'est jamais simple. Et c'est pas rare d'aller perdre des points là-bas et de se faire surprendre. Voilà, le groupe de Tolima, parce qu'on sait jamais, Boca qui commence en Bolivie. Donc ils peuvent, pourquoi pas, on peut avoir quelques petites surprises comme ça, mais non, mon chouchou cette année c'est Junior. J'espère qu'ils vont faire un truc intéressant, qu'ils vont continuer sur leur lancée de l'année dernière. Et toi, Marcelin, au-delà de Flamengo, est-ce que tu as une autre équipe qui te charme? Non, pas d'autre équipe.
Mais après, ouais, j'allais dire que comme Jérôme, je regrette un peu quand même qu'il y ait 7 Brésiliens. Et encore, São Paulo a été éliminé en barrage. Mais c'est vrai que sur les 7 ont les moyens assez facilement de se qualifier. En tout cas, il y en aura 5, 6 et peut-être 7. Et donc après, ouais, je trouve ça un peu dommage quand on arrive en fin de compétition. On se retrouve surtout avec des équipes brésiliennes ou argentines. Je trouve ça perd un peu le charme. La Copa Libertadores perd un peu de son charme avec autant d'équipes brésiliennes. Même si bon, je suis content de les voir tous en compétition. Je trouve que voilà, 5, 6, c'est largement suffisant. Ah là là, la CONMEBOL a réussi à rassasier Marcelin de Brésil. C'est vous dire si la situation est abusée. Jérôme? Il y a deux petites choses que je voulais rajouter. À Libertad, il y a un petit milieu gauche qui s'appelle Ayrton Kugo, qui est à suivre, qui est extrêmement bon. Et le moment à suivre de la compétition sera le match Peñarol-Flamengo, en aller-retour au milieu, là, puisque ce sera le 3e et 4e match, où Peñarol peut prendre les 6 points assez facilement contre Flamengo. Et alors, ça, ce serait un gros moment. Alors là, il y a un troll interne à la rédaction de Lucarne Opposé d'une taille, mais je crois que vous n'imaginez même pas. Pour dévoiler quelques petites coulisses, on va le dire, l'Assemblée Générale 2018 de Lucarne Opposé, qui est une association de loi 1901, s'est déroulée chez le sieur Jérôme Le Signe, qui a reçu monsieur Marcelin Chamoin, fanatique s'il en est, du Flamengo par un best-of des plus grosses défaites de Flamengo en Libertadores. Je crois que c'était mais c'est déjà pas mal seulement en Libertadores. Oh, ça faisait déjà une paire de matchs. Hein. Ça faisait déjà une paire de matchs et le troll continue. Magnifique, magnifique. Alors, juste un dernier petit correctif, je me permets, parce qu'on me faisait remarquer par ailleurs qu'en effet, Peñarol commence bien son premier match à Quito et non contre la Bolivie par rapport à ce que je disais tout à l'heure. J'avais inverti le match 1 et 2. Et Peñarol Flamengo, voilà. C'est la dernière journée aussi. Et alors, d'accord. Bon, tu seras prié de réviser tes fiches. J'avais complètement mal compris le calendrier. Du coup, Peñarol sera déjà éliminé, donc ça casse un peu le charme aussi du match. Ça casse le charme. Allez, Nico De La Rua, quel sera ton mot de la fin? Ouais, moi je pense qu'on nous a volé la finale 2018 entre River et Boca, qui devait se jouer en Amérique latine. Donc moi j'espère juste qu'on nous offre cette finale 2019 au Chili pour voir un petit peu tous ces hinchas se déplacer à Santiago. Très bien. Et Nico, tout de même, on va revenir à toi quand même si tu as parlé sur ton groupe de la mort, mais est-ce que toi qui maîtrises à peu près tout le continent pour le coup, et en plus, tout le monde est d'accord avec ton groupe de la mort, là, Pedro, je te vois, là, Lèche-Bot, va. Est-ce que tu as des chouchous parmi toute cette pléthore de clubs que tu connais très bien? Bah écoute, je vais faire plaisir à Pierre, j'aime beaucoup Junior, et vraiment, franchement, Pierre les voit en 8e, il faut qu'ils visent plus haut. C'est vraiment une belle équipe. Après, chouchou, oui, tout le monde connaît plus ou moins mon chouchou quand il s'agit de parler de supporterisme dans cette compétition. Donc voilà, mon chouchou, voilà, exactement. Non, mon chouchou, c'est celui qui a eu la gloire éternelle. On va oublier celui qui va courir après. Et après, sinon, j'ai envie de dire attention à Olympia. Ça fait 40 ans, c'est pas anodin. On a surtout, en Europe, on oublie souvent les dates anniversaires, les moments clés dans l'histoire des clubs. Franchement, à Olympia, ils ne parlent que de ça. Ils ont taillé une équipe rien que pour ça. Donc, ils ont un groupe qui devrait leur permettre de sortir et donc déjà de se projeter. Voilà, attention à Olympia. J'ai envie de voir Peñarol avancer un petit peu parce que c'est quand même pénible de les voir se rater lamentablement. Et puis voilà, j'espère qu'on va kiffer cette Libertadores, même si oui, on l'a dit, on l'a suffisamment dit, il y a trop de Brésiliens. Il y a trop de Brésiliens, il y a trop d'Argentins, et ce sera mon mot de la fin, puisque pour ma part, en effet, je n'ai pas de chouchou, puisque toutes ces équipes sont mes chouchous, et oui, presque même au titre que Palmeiras, mon club favori au Brésil, que je soutiendrai une fois encore. Toutes ces équipes sont mes chouchous, car j'aime être surpris, et j'aime que la Libertadores me surprenne, et la Libertadores est souvent bien plus surprenante que celle à qui elle est souvent comparée, la Champions League
européenne et je souhaite être surpris. Malheureusement, avec tous ces Brésiliens, tous ces Argentins, on a beaucoup moins de surprises venues d'autres contrées et c'est bien dommage, mais j'espère, comme tu l'as dit, que nous allons kiffer ce cru 2019 et que je vais kiffer Pérou, Chili, Équateur, Colombie, Bolivie, Uruguay, j'ai failli les oublier, Paraguay, et pourquoi pas Venezuela. Merci messieurs, merci Nico Delajoie. Merci à vous. Merci Pedro. Et merci à vous. Merci Simon. Merci Nico Kugo. Merci monsieur, merci à tous. Obrigado Marcelin. Merci à vous, à bientôt. Et merci Jérôme, tu vois, je t'oublie pas. Vamos aller, Peñarol. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!